Pour ceux qui nous entendent déjà, on attend que ça se connecte. Bienvenue. On a des prénoms qui s'affichent. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Alors moi, je suis Léa Osterman. Il y en a déjà qui m'ont vu sûrement si vous étiez présent au webinaire d'avant. Et sinon, voilà, je suis chargée de communication pour Terre et Humanisme. Et je vais juste présenter un petit peu ce webinaire et ensuite vous me réentendrez à la fin au moment des questions. Donc, je poserai les questions que vous poserez en fait. Je les poserai aux intervenants. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, comme vous avez vu dans le petit mail d'annonce que je vous ai envoyé, on vous demande de laisser les micros coupés, mais a priori, normalement, ça se fait automatiquement. La caméra, c'est comme vous voulez, mais pour économiser la bande passante, ça peut être pas mal aussi de couper les caméras. Et donc, en bas de votre écran, vous avez une petite bulle avec écrit « Converser ». Et là, si vous cliquez, vous pouvez poser toutes vos questions à l'écrit sur un espace qui s'affichera sur la droite de l'écran. Voilà, bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, aujourd'hui, on va faire un webinaire sur le pôle expertise. C'est un nouveau pôle qui vient d'être créé à Terre et Humanisme. Donc, Terre et Humanisme, je ne vais pas vous représenter l'association parce qu'a priori, vous êtes tous abonnés à notre newsletter ou abonnés à notre page Facebook, mais dans les grandes lignes, donc on est une association de transmission de l'agroécologie basée en Ardèche. Et donc, on forme des personnes à l'agroécologie, on sensibilise aussi dans nos jardins pédagogiques et on accompagne des porteurs de projets, des groupements paysans, plein de types de personnes en fait, qui veulent transiter vers l'agroécologie, soit de manière professionnelle ou soit pour des particuliers en fait, qui veulent faire du jardin, des choses comme ça. Donc là, on va passer 1 heure ensemble à peu près. Donc, je vais laisser la parole à Olivier, qui est chargé de mission expertise, et Véronique, qui est coordinatrice du pôle expertise. Donc, c'est Véronique qui va prendre la parole en premier. Voilà, on va avoir un petit support PowerPoint pour accompagner leurs propos à tous les deux. Donc, je pense que là, il n'y a pas trop de nouveaux arrivants, mais ils prendront le webinaire en cours. Donc, on va pouvoir lancer la présentation. Véronique, si tu es prête, je vais mettre ta vidéo en vedette et tu peux te présenter. Merci à tous d'être là et à tout à l'heure. Bonjour, merci d'être là pour nous écouter. Alors, je vais commencer cette présentation par une présentation générale du pôle expertise, vous expliquer un petit peu l'origine, la finalité de ce pôle et l'offre de services que nous proposons. Et ensuite, je passerai la parole à Olivier pour qu'il détaille un certain nombre d'exemples de prestations d'expertise que le pôle a réalisées. Donc, je vais partager mon écran avec une présentation sous forme de diapositive. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, tout d'abord, en fait, quelle est l'origine et quelle est la raison d'être d'un pôle expertise au sein de Terre et Humanisme? Alors, en fait, Terre et Humanisme, en tant que pionnière, association pionnière sur la diffusion de l'agroécologie en France et à l'international, développe depuis 25 ans de nombreuses activités, notamment de formation, de sensibilisation, également de soutien à des partenaires pour la diffusion de l'agroécologie. Et donc, on est fort de cette expérience
et on a acquis collectivement une expertise dans ce domaine. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier un plus grand nombre d'acteurs, de faire bénéficier de cette expertise à un plus grand nombre d'acteurs. Par ailleurs, Terre Humanisme a également un large réseau en France et à l'international, en particulier sur l'Afrique de l'Ouest et le pourtour méditerranéen, un réseau sur lequel on peut s'appuyer, qui lui-même dispose de nombreuses compétences et d'expertise en matière d'agroécologie. Par ailleurs, depuis un certain nombre d'années, des acteurs très divers nous sollicitent et sont en demande de conseils et d'appui en matière d'agroécologie. Alors, ces acteurs sont vraiment de tous horizons, sont autant des particuliers, des associations, des entreprises, des fondations, des agriculteurs. Et donc, on n'était pas encore organisé pour pouvoir répondre à toutes ces demandes, d'où l'idée de créer un pôle expertise qui, à travers des prestations payantes, en fait, permettent d'appuyer les démarches de ces différents porteurs de projets. Donc, les finalités de ce pôle, en fait, il y a deux principales finalités. Ce pôle expertise, bien que ce soit un pôle de service, s'inscrit totalement dans la mission associative de Terre et Humanisme, puisqu'il s'agit en fait d'une nouvelle façon de participer à la diffusion de l'agroécologie sur les différents territoires en France et à l'international, et de toucher de nouveaux acteurs, un panel d'acteurs plus large, pour participer à cette diffusion et à la transmission de l'agroécologie. Donc c'est pour nous une activité qui est tout à fait complémentaire aux autres activités, par exemple la formation, la sensibilisation, etc. Par ailleurs, ce pôle expertise, puisqu'il s'agit de proposer des prestations payantes, s'il se développe suffisamment, sa seconde finalité est, à travers les bénéfices qu'on pourra éventuellement générer, de participer au financement des projets de solidarité de l'association. Alors, quelles sont les spécificités de notre offre de prestations, notre offre d'expertise? En fait, elles sont étroitement liées aux valeurs portées par Terre et Humanisme en tant qu'association et à notre démarche à travers nos différentes actions. Donc, notre expertise au sein du pôle expertise, en fait, se base sur trois piliers, disons. Premièrement, une approche holistique ou une approche globale. Alors, en fait, ça signifie que quand on aborde un projet ou une demande d'un porteur de projet, on prend le temps vraiment d'analyser tout l'environnement et tout le contenu de cette demande ou de ce projet, donc l'ensemble des éléments du projet et autour du projet, que ce soit les éléments du milieu physique, des éléments de nature économique, sociale, et également des éléments autour de l'humain, donc les attentes, les aspirations des personnes en particulier. Le deuxième pilier, et là ça fait écho à ce que je viens de dire, on s'inscrit dans une démarche humaniste, comme l'indique le nom de notre association, on est Terre et Humanisme, et donc dans nos expertises, on est extrêmement attentif et écouter en fait les attentes des porteurs de projets. On est dans un esprit de co-construction et également on essaye toujours de favoriser l'autonomisation des différents acteurs sur les projets. Le troisième pilier, en fait, c'est qu'on s'appuie sur un réseau d'experts praticiens. Donc, experts praticiens, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui interviennent, qui ont une connaissance, bien sûr, théorique et méthodologique de ce qu'est l'agroécologie,
mais également une pratique de l'agroécologie. Donc, de très nombreux experts dans notre réseau sont des personnes qui ont un lieu, qui ont une ferme, qui ont un jardin en permaculture et qui se sont frottés, qui pratiquent quotidiennement l'agroécologie ou la permaculture et qui donc ont une connaissance de terrain qui peut bénéficier aux demandeurs d'expertise. Alors, je vais vous détailler un petit peu plus maintenant notre offre d'expertise. Alors, nous pouvons répondre, comme je le disais tout à l'heure, à tout type d'acteurs, en fait, quel que soit votre statut et votre projet. On accueille votre demande et on analyse avec vous cette demande pour voir comment on peut y répondre. Donc, en particulier, on travaille avec des collectifs de particuliers ou des particuliers, par exemple, qui peuvent avoir un jardin, une parcelle où ils souhaitent développer la permaculture, développer un projet agricole, enfin, plutôt un petit projet d'autonomie. Et également, on s'adresse aux agriculteurs qui souhaitent soit faire évoluer leurs pratiques vers des pratiques agroécologiques, soit s'installer en permaculture ou en agroécologie. On peut s'adresser également à des associations, des ONG qui ont une démarche autour de l'agroécologie, également aux entreprises, aux fondations, ainsi qu'aux collectivités, aux intercommunalités, aux institutions publiques. Donc, c'est vraiment très large et tout type de projet en lien avec l'agroécologie ou la permaculture peut faire l'objet d'un dialogue avec nous et d'un appui de notre part. Donc, au centre de ces schémas, vous avez un petit peu la déclinaison des types de projets que nous pouvons accompagner. Donc, nous pouvons avoir un accompagnement global, je dirais, sur la durée d'un projet agroécologique, depuis la phase de conception, de diagnostic et de préconisation initiale, jusqu'à, enfin, dans la durée également, tout un accompagnement technique, organisationnel et stratégique autour de ce projet, et ce, toujours selon les 3 piliers que j'ai détaillés précédemment. Donc, toujours une approche globale, une approche humaniste et en faisant intervenir des praticiens de l'agroécologie. Alors, on peut également avoir un appui sur une composante particulière d'un projet, par exemple sur une particularité sur le maraîchage, ou alors sur la gestion des ressources en eau, ou bien l'agroforesterie, ou alors des approches plus territoriales, ou structurer une filière agroécologique. Voilà, donc tous ces domaines qui sont illustrés dans les alvéoles au centre de ce schéma correspondent à des compétences spécifiques dont disposent nos experts et on peut vous accompagner sur toutes ces composantes-là. Et ça inclut également des questions autour des aménagements pédagogiques, par exemple. Donc, nos prestations, en fait, elles dépendent bien sûr des attentes des demandeurs et de leurs projets, mais ça peut être, par exemple, une étude, un diagnostic avec des préconisations, une évaluation de projet, par exemple, en ce qui concerne des projets d'ONG. Ça peut être également un accompagnement technique ou des formations sur des thèmes spécifiques auprès de publics spécifiques. Des démarches d'animation, de concertation sur des territoires, par exemple, autour de l'agroécologie. Et également des prestations autour de l'ingénierie de formation, donc conception de formation, réalisation de formation à la demande, des plans d'interprétation, des outils pédagogiques, des supports pédagogiques. Voilà. Donc voilà pour la présentation générale du pôle expertise de terre et humanisme.
Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Olivier qui va vous présenter un certain nombre d'exemples de prestations d'expertise que nous avons réalisées ou que nous sommes en train de réaliser pour que les choses soient un petit peu plus concrètes et illustrées. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, d'être présent, d'être venu nous écouter. En tout cas, ravi de vous faire cette petite présentation. Donc, moi, je m'appelle donc Olivier Hébrard. Ça fait un peu plus de 5 ans, bientôt 6 ans que je travaille à Terhumanisme et depuis 6 ans que j'accompagne des projets, que je réalise des expertises donc, pour Terhumanisme. Donc là, on va essayer de vous donner un petit échantillon de ces expertises assez représentatives de ce qu'on peut faire. Donc des expertises passées depuis ces 5 ans et des expertises qui sont encore en cours. Donc voilà, du coup, je vais vous partager mon écran. Alors, okay. Et je vais me mettre en diaporama. Hop. Voilà, excusez-moi. Et c'est parti. Alors du coup, je vais vous présenter, je vais commencer par vous présenter 5 expertises réalisées en France. La première, c'est pour une expertise chez des privés, chez des particuliers, donc là c'est un petit terrain, enfin un petit terrain, tout est relatif, de 1800 mètres carrés. Donc c'est des particuliers qui souhaitaient à la fois faire revenir, inviter la faune sauvage chez eux, tout en créant un lieu qui soit vraiment productif, qui soit beau, voilà, et de faire constituer un capital aussi pour leurs enfants. Ces gens qui étaient proches de la retraite, ils se sont dit, nous, on va faire quelque chose avec l'incertitude de l'avenir, donc de créer tout ça. Donc, du coup, on a passé une journée ensemble. Donc là, le travail consistait à passer une journée ensemble, de faire du conseil, de l'accompagnement, de discuter. Donc, c'est des gens qui étaient déjà assez compétents, dont la dame était venue déjà se former à Terhumanisme. Par exemple, le compost était réalisé de manière impeccable. Et du coup, on a co-construit toute la journée sur les différents points, que ce soit le sol, que ce soit au niveau des haies, au niveau de l'eau, au niveau de la biodiversité. On a tout posé. Voilà, en fonction de ce qu'ils avaient. Par exemple, en Auvergne, il y a de l'eucalyptus. Quelqu'un leur avait offert un eucalyptus, on se débrouillait pour placer cet eucalyptus à l'endroit le plus adapté de leur jardin. Et le design qu'on a réalisé, on l'a co-construit ensemble sur la journée. Voilà, on était posé après, on faisait des allers-retours par exemple entre le jardin et le terrain, et on a réfléchi à tout ça. Et l'idée c'est de faire un premier brouillon. C'est quelque chose qui va leur donner un support. Et après, j'espère, à chaque fois qu'il y a une expertise, c'est que les gens puissent le faire évoluer, ce brouillon. C'est une première trame. Plus souvent, quand on se pose quelque part, on réfléchit à quelque chose, ça mûrit à mesure qu'on y réfléchit. Donc voilà, souvent, il faut que ce soit vu comme un premier jet. Alors, une deuxième expertise sur un deuxième type de public. Là, par exemple, c'est un agriculteur céréalier sur 130 hectares en conversion AB, qui, comme vous pouvez le voir sur la parcelle, sur la photo de la parcelle, c'est une parcelle, on voit à peine les arbres à l'horizon, donc il y a 0 arbre quasiment, il n'y a rien, c'est la monoculture. Et donc, il a pris conscience, passer en bio, ça ne suffisait pas, qu'il fallait certainement aller plus loin. Et en fait, dans le cadre d'un appel à projet, il a eu des financements pour avoir pour avoir des sous, pour avoir des haies, un peu de matériel, des choses comme ça pour s'accompagner, dont également une journée d'expertise. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est intervenu. Donc moi, je suis allé une demi-journée passer avec lui, et ensuite j'ai eu une demi-journée de rapport. Et donc ensemble, on a essayé de dégrossir tout ce qu'on pouvait. Alors sachant que là, il y avait beaucoup de choses à voir compte tenu de là où on partait, sur de la monoculture, des sols très pauvres encore, donc il y avait tout à faire. Donc on a essayé de prioriser dans le cadre de cette expertise. Et donc voilà, par exemple, le type de planches sur lesquelles ça aboutit, ou ces immenses parcelles. La première chose, c'était peut-être de les repositionner avec des haies,
des baissières voilà, pour restructurer le paysage. Les baissières, hein, c'est des fossés horizontaux qui permettent de retenir l'eau. Et ensuite, quand il pleut, enfin, les écoulements de surface et de subsurface. Et ensuite, cette eau est redistribuée progressivement. Donc, ça permet d'améliorer le sol et la redistribution de l'eau temporellement après les pluies. Donc voilà le type de choses qu'on a fait. On a vu voilà, les histoires de compost, des choses comme ça, enfin, qu'ils ne faisaient pas, les points sur la biodiversité. Voilà, on a travaillé après sur l'histoire de semences. Voilà, on a essayé de brosser un petit peu un maximum de choses à une journée. Troisième type d'accompagnement public sur lequel on est aussi par lesquels on est régulièrement sollicité. Là, c'est un monastère en Ardèche. Donc là, petit terrain pour un monastère de 7 hectares, donc sur toute en pente, il y a quasiment 200 mètres de dénivelé sur leur domaine. Et là, ils nous ont sollicité car ils avaient beaucoup de problèmes pour la gestion de la ressource en eau, en lien avec l'agriculture. En fait, voilà, lors des pluies d'automne, beaucoup d'eau qui ravine de partout, comme c'est un terrain très en pente. Beaucoup de problèmes, ils ont eu des problèmes d'inondation et à l'inverse, l'été, des gros problèmes de sécheresse puisqu'il n'y a pas du tout d'eau dans les sols. Donc là, le travail de cette expertise a consisté vraiment à essayer de réfléchir, compte tenu de la diversité du terrain, de ce qu'il y avait, de voir comment on pouvait optimiser la gestion de cette eau. Et donc, j'ai fait un travail sur toute la partie haute. L'idée, c'était vraiment de faire des aménagements qui retiennent au maximum l'eau, qui tamponnent l'eau, qui améliorent les sols, qui épaississent les sols pour retenir le plus possible cette eau. Sur la partie intermédiaire, la partie de la photo, là par exemple, là c'était de trouver aussi pas mal d'essences adaptées en fonction de l'exposition, parce qu'il y a différents types d'exposition sur leur domaine, pour qu'ils puissent avoir des fruitiers sans obligatoirement arroser, en tout cas par goutte à goutte ou par quoi que ce soit, parce qu'en fait, il y a 100 mètres de dénivelé au-dessus du monastère, donc c'est très compliqué pour aller jusque là-haut. Et donc, voilà, de trouver des modes d'agriculture qui sont vraiment pluviales. Alors, voici un petit peu ce que ça donne sur l'ensemble du domaine. Avec donc c'est des planches comme ça, enfin c'est un exemple de planches. En général, elles sont plus détaillées. J'ai pris ça là pour vous montrer l'ensemble des écoulements. Voilà, sur les parties hautes, c'est réflexion avec des baissières, comment on canalise, comment on fait des points d'eau, comment on redirige tout ça, et comment sur la partie intermédiaire on aménage donc cette agriculture en pluviale. Et sur le bas, comment on capte l'eau pluviale pour essayer de la stocker et éventuellement de la remonter un petit peu via des pompes solaires pour faire de l'irrigation par gravité sur toute la partie basse et pour les zones qui peuvent être mises en maraîchage et en arboriculture. Donc voilà, ça c'était un petit peu ça. Et donc pour voir un petit peu un exemple sur la photo, sur la diapo suivante, voilà un exemple donc, qui a été mis en œuvre après notre passage où voilà, moi je suis revenu pour aller les accompagner sur une journée pour mettre en œuvre tout ça. Et donc par exemple cette baissière, elle est sur la droite de cette baissière, donc c'est des zones qui sont très sèches. Alors là on voit le bas, donc on ne se rend pas trop compte. Et elle est pile à la rupture de pente à partir de zones où il y a des sols plus épais. Et juste en aval, il y a des hêtraies à une altitude qui est assez surprenante en Ardèche. Donc une des priorités aussi, c'était d'améliorer l'humidité des sols à ce niveau-là pour préserver ce bel ensemble forestier qu'ils ont. Donc voilà. Alors, autre exemple, donc là, plus dans le sud, dans le Var, sur un domaine de 180 hectares, où là, l'idée, c'était de faire un projet vraiment paysan, de repartir sur la paysannerie et de faire comme une ferme du 18e ou du 19e siècle, mais avec toutes les avancées actuelles de l'agroécologie et de la permaculture. Donc, c'est-à-dire de s'affranchir au maximum du pétrole, du plastique et de tout faire en traction animale et à l'énergie manuelle. Donc voilà, donc c'est un projet qui est assez intéressant et du coup on accompagne depuis 5 ans. Donc là ça consistait à des designs depuis le début, de l'accompagnement du recrutement, de l'accompagnement des salariés, de la co-construction avec d'autres partenaires, le Conservatoire d'espaces naturels de PACA par exemple, sur les enjeux de biodiversité. On a travaillé aussi, on a
on accompagne ce projet au niveau avec les institutionnels pour avoir des autorisations, parce que c'est assez précurseur. On travaille sur des choses, sur des zones, par exemple, où l'agriculture est mal vue, puisqu'il y a par exemple la tortue d'Armand qui fait que toutes les zones rouges, on ne peut pas du tout faire d'agriculture sur certaines zones du domaine. Et l'idée, c'était d'essayer de mettre en place d'arriver à justifier comment, par les techniques agroécologiques, on peut augmenter la biodiversité et que l'agriculture peut être au contraire au service de la biodiversité plutôt que contre. Et on arrivait à convaincre les institutionnels en PACA, notamment l'ADREAL et la DDTM du Var, voilà, pour nous permettre d'avancer, de faire un modèle assez atypique au niveau de la viticulture. Donc voilà un exemple de planches réalisées. Donc ça, c'est par exemple pour la zone potagère. Alors c'est pareil, on est parti de chaque fois qu'il y a des designs sont faits, il faut le prendre comme des brouillons, c'est un support, c'est un premier jet, et ensuite derrière l'idée c'est de rediscuter, repositionner les choses, que ce soit au niveau des arbres, au niveau de l'eau, au niveau de la structuration des planches. Voilà, il y a toujours puis il peut y avoir toujours des changements, hein. Par exemple, ben voilà, la personne là, qui est venue a de fortes affinités pour les chevaux. Au début, on n'était pas forcément parti pour faire la traction avec du cheval, mais plutôt avec des bœufs sur ce projet. Mais voilà, on s'est adapté, on a réajusté le projet en fonction, puisque voilà, on avait quelqu'un de super, mais avec les chevaux. Donc là, par exemple, sur le design, c'est la mise en place d'une haie, d'une grande haie, voilà, où on a mis voilà, la haie qui est derrière, enfin, qui a été faite, donc avec, on a pu mettre un maximum de savoir dans cette haie, ou par exemple sur une haie comme ça, donc il y a tous les aspects de biodiversité, où on choisit les essences en fonction de ce qu'on veut dans le potager, pour attirer tel type de puceron, etc., ou autre, qui lui-même va attirer les bons auxiliaires pour le potager. Mais il y a aussi des appels, par exemple le sapin de céphalonie, là, qui est planté au milieu, il y a un sapin. C'est un clin d'œil avec un autre projet que souhaitait avoir le porteur de projet. Il y a d'autres arbres qui sont par exemple un clin d'œil avec de l'historique du projet. Il y a des arbres du coup, qui rappellent ce qu'il y a dans les ensembles forestiers d'à côté. Voilà, donc tout le travail d'une haie tel qu'il peut être, et voilà le type de planche sur lesquelles ça peut donner. Donc aujourd'hui, ce projet, ça ressemble à ça, sur toute la partie maraîchage. Donc ça se poursuit, ça avance, mais voilà, c'est un projet qui est 18e, 19e siècle, donc ça avance à cette vitesse-là, et ça, c'est chouette, parce que voilà, c'est pas... Voilà, ça va pas vite, quoi. Du coup, c'est bien. C'est un bon rythme. Ensuite, un autre projet, toujours dans le Var, d'une autre dimension encore, un petit peu plus grand. Donc là, c'est sur un domaine de 560 hectares, avec 85 hectares de vignes, 25 hectares d'oliviers, beaucoup de maquis, donc en bord de mer. Alors, c'est un domaine qui est sur... l'ensemble du domaine est d'un seul lot et va de la mer jusqu'aux lignes de crête. Jusqu'à présent, là, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais de manière très cloisonnée. Par exemple, la vigne, elle a été faite, voilà, alors c'est en bio depuis 20 ans déjà sur ce domaine, mais néanmoins, que ce soit en bio, c'est quand même, ça reste assez avec, il y a un lot de mauvaises pratiques dont ils sont conscients. Sur la vigne, notamment, vous voyez le lot de parcelles que vous voyez devant est immense. Donc, il y a des terrasses, on ne se rend pas compte là, mais c'est terrassé. Et donc, une zone comme ça, voilà, elle est assez morte, voilà, surtout que le sol est souvent nu, il n'y a pas de haies. Donc, voilà, c'est de travailler donc, avec les personnes de ce domaine, de voir avec eux comment on peut modifier les choses. Donc, pareil, surtout que là, c'est très complexe parce qu'aujourd'hui, sur la vigne, je ne sais pas si vous avez connaissance, mais il y a des phénomènes très récents avec les super chaleurs qu'on a. C'est un phénomène qui est apparu l'an dernier, là, sur fin juin, où on a un phénomène de cavitation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est où le flux de sève, enfin la tension entre l'eau de l'atmosphère et l'eau du sol, et la pression dans le sol, va faire que le flux de sève va décrocher. On va avoir des bulles d'air au niveau de la sève, et la vigne va complètement dépérir avec la chaleur. Et tout ça, c'est lié, voilà. Et quand on crée des grands îlots de parcelles comme ça, typiquement, c'est des choses ça engendre, ça fait un microclimat qui va être favorable à ça, et c'est très dommageable pour les cultures. Donc voilà, donc là, dans cette expertise, c'est aussi faire de la pédagogie, donc d'expliquer tous les processus qui sont associés à la création d'un microclimat, sur la rétention de l'eau dans les sols, sur la modification de la circulation des vents, de l'humidité de l'air.
voilà, de tous ces facteurs pour essayer justement d'arriver à contrer le réchauffement climatique et de créer des micro-ambiances favorables aux cultures. Donc, voilà, là, c'est un gros enjeu. Donc, voilà, sur une planche, c'est une expertise qui est en cours. Voilà le type de planche que ça donne, voilà, de repasser, voilà, avec des différents types d'arbustes. Enfin, voilà, là, c'est revenir l'enherbement partout, ce qu'il n'y a pas, parce que là, même les bordures de parcelles où l'herbe est coupée, il y a presque, enfin, le sol est nu souvent, donc là, il faut faire revenir la strate herbacée, la strate buissonneuse, les arbustes bas, les arbustes hauts, la strate herbacée, enfin, les arbres bas. Voilà, et d'y aller de manière parcimonieuse, parce que c'est quand même une grosse modification de cette partie du vignoble, et du coup, c'est des changements aussi coûteux, donc voilà, et s'adapter de manière harmonieuse pour ça. Alors souvent, là, ce qui est intéressant, par exemple, dans le cas de cette planche, c'est que aussi, souvent, quand on travaille, c'est de travailler sur un axe, vous voyez, sur l'axe comme ça, par exemple, c'est l'axe où on peut faire les traitements, l'entretien, les plantations, la récolte, et sur cet axe, c'est de favoriser la biodiversité, c'est-à-dire de maximiser, de tout faire pour qu'ici, la distance entre ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques soit le plus faible possible pour que, notamment, la faune puisse circuler, que ce soit les arthropodes, les reptiles, les batraciens, les oiseaux, voilà, que tous ces petits êtres puissent être utiles aux cultures. Donc, enfin, là, je vais passer sur les projets à l'international. Donc, je vous présente un premier projet donc à l'international. Donc, ça, c'est dans le massif du Sirois, au sud du Maroc. Ça s'est fait en partenariat avec Migration et Développement, et c'est un projet financé par l'Agence française de développement. Donc là, c'est sur un massif, le massif Sirois, qui fait 100 000 hectares. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a que des cailloux. À perte de vue, il n'y a que des cailloux, voire la roche qui affleure au premier plan. Alors, il faut imaginer qu'il y a à peu près 80 ans, en mémoire d'hommes, ici, il y avait des forêts, il y avait des biches, des cerfs, des lions. Et tout ça par des changements de gestion des terres et des mauvaises pratiques. Tout ça a disparu en 80 ans. Et aujourd'hui, il faut imaginer qu'il pleut fort, tout le peu de terre qui reste s'en va. Mais alors du coup, la fertilité s'en va, mais du coup, il n'y a pas que la fertilité qui s'en va, il y a aussi tous les jeunes qui s'en vont, puisque là, il n'y a plus rien, il y a plus c'est des zones qui deviennent maintenant très, très critiques. Plus les problèmes d'inondation qu'il y a souvent à l'automne, avec souvent des morts. Donc là, l'idée, c'était d'arriver à réinverser le cours des choses, donc sur 2 bassins versants démonstratifs. Donc, on a présélectionné 2 bassins versants. Pardon. Et l'idée sur ces bassins versants, donc, c'était de co-construire avec les populations, de mettre en place des aménagements qui vont pouvoir retenir l'eau. Il faut se dire que même sur ces zones où on a une pluviométrie qui est comprise entre 250 et 400 mm par an, il faut se dire que par exemple 250 mm par an sur un hectare, ça paraît peu, mais ça reste malgré tout, c'est 2500 mètres cubes qui tombent sur une surface de 100 mètres par 100 mètres. Donc ce qui est considérable. Donc cette eau, là, en l'état, sur les sols tels qu'ils sont, elle tombe, elle part, il n'y a quasiment rien qui est valorisé. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour que ces 2500 mètres cubes, dans le cas où il y a 250 mm par an, soient au maximum retenus. Donc, voilà, c'était ça un peu l'idée des aménagements qui ont été faits. Donc, voilà, et vraiment adapté au contexte en fonction de la quantité de roches, de la pente, de l'exposition, voilà, voilà le type d'exemple de structure qu'on leur a proposé. Et donc, ils ont mis en œuvre. Donc, aujourd'hui, sur ces bassins, il y a, sur les derniers retours que j'ai eus, il y avait déjà plus de 40 km d'aménagement qui ont été faits pour impulser tout ça. Et l'idée, c'est après de faire d'autres bassins versants pour emmener d'autres populations. Et bien sûr, alors tout ça a été fait. L'idée, c'était aussi de proposer ça aux populations sans béton, sans grosses machines, sans rien de compliqué. Que les populations puissent faire ça juste avec une pelle, une pioche, une brouette. Et, afin que si le village d'à côté veut refaire la même chose, il puisse, sous réserve de pouvoir s'acheter quelques pelles et pioches, que chaque village puisse s'approprier un petit peu la méthode. Voilà. Et l'idée, il y avait aussi de ressemer des variétés, donc des buissons, des arbustes et des arbres. Et là, c'est pareil, au début, ils imaginaient faire ça plutôt en irriguant, mais non, enfin, voilà, l'idée, là, ce qu'on leur a proposé, c'est de partir sur du pluvial, de reprendre les essences adaptées à chez eux et les associer à ces aménagements. Donc voilà un exemple de ce que ça donne là, de ce qui est en cours. Donc ça c'est pareil, c'est en cours, ça sera bientôt fini. On espère passer à des étapes suivantes.
mais voilà ce que ça peut représenter la force humaine. Donc ça a été fait ces derniers mois. Donc voilà, donc je vais repasser la parole à Véronique. Merci et à tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci Olivier. Alors, je vais continuer en vous présentant deux autres exemples d'expertise à l'international. Donc, je repartage mon écran. Alors, petit problème technique. Voilà, est-ce que ça va s'ouvrir? Donc, j'espère que vous voyez bien la diapo qui est prévue. Donc, il s'agit d'une expertise à l'international en Afrique de l'Ouest. Nous avons été sollicités par un groupement de fondations privées qui développe un projet en soutien aux organisations de producteurs d'Afrique de l'Ouest pour développer des pratiques agroécologiques. Et ces fondations nous ont sollicités pour un appui sur un appel à projet. Et là, il s'agissait d'un appui plutôt de type méthodologique pour les aider à définir des critères de sélection des projets et ensuite à réaliser l'évaluation des différents projets pour mesurer, disons, dans quelle mesure chaque projet était réellement agroécologique en fonction des différentes composantes de l'agroécologie. Alors pour cela, nous avons réalisé une grille d'évaluation que je vous présente ici, voilà, juste pour vous donner un aperçu, donc, qui croise un certain nombre de critères d'évaluation de l'agroécologie, qui sont des composantes d'un projet agroécologique. Et chaque projet a été évalué au regard de ces critères avec une évaluation détaillée sous forme de commentaires ainsi qu'un code couleur. Voilà. Donc, au final, le commanditaire a eu un détail, une évaluation détaillée de chaque projet et un compte rendu, y compris sous forme de diagramme, pour mesurer l'intérêt des projets au regard des composantes de l'agroécologie. Et enfin, dernier exemple d'expertise à l'international, c'est une prestation qu'on vient juste de commencer. Il s'agit donc d'une association française qui vient en appui à un village du nord du Sénégal et en particulier qui soutient un groupe de femmes maraîchères pour le développement de pratiques agroécologiques dans leur jardin. Alors là, ce projet-là, cette expertise-là a été réalisée avec l'intervention d'un expert qui provient d'un de nos partenaires, une organisation partenaire de Terre Humanisme au Burkina Faso, l'APAT Sanglier. Et donc, un formateur s'est déplacé pour une première session de formation et d'appui à l'aménagement du jardin. Et donc, cette prestation s'inscrit sur la durée, puisqu'il s'agit d'une intervention sur une durée totale de 2 ans, avec 4 missions de terrain et un appui à distance entre ces missions. Donc, il s'agit d'une formation de base en agroécologie, un appui à l'aménagement du jardin et un accompagnement dans le temps de ce groupe de maraîchères. Donc voilà, j'espère que ces exemples auront bien illustré la diversité de nos interventions du point de vue des zones géographiques, donc en France et à l'international, du point de vue des types de projets accompagnés également. Donc vous avez vu en France un panel de projets accompagnés depuis le petit jardin d'un particulier en permaculture jusqu'à la très grosse exploitation agricole, en passant par tous les types de projets d'autonomie et agricoles. À l'international, nous intervenons également sur une large gamme de projets, et y compris en termes de durée,
nos interventions peuvent être relativement ponctuelles, tout comme elles peuvent consister en un accompagnement dans le temps, qui souvent est quand même plutôt intéressant en termes de durabilité du projet, d'appropriation des pratiques et de la transition vers des pratiques agroécologiques. Mais on s'adapte dans tous les cas aux demandes des porteurs de projets, à leurs contraintes temporelles et financières. Alors, comment est-ce qu'on procède du point de vue pratique quand on reçoit une demande? J'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet. Donc, voilà. Donc, nous recevons les demandes et les sollicitations par mail, téléphone ou via notre site internet qui dispose d'un formulaire pour cela. La première phase après la demande consiste en une phase de dialogue avec le demandeur. Pour nous, cette phase, elle est cruciale, elle est très importante et on y passe vraiment le temps qu'il faut. C'est une phase qui permet de bien cerner la demande, et également les enjeux autour de cette demande et du projet, du porteur de projet. Donc, ça consiste en une première discussion pour mieux connaître le porteur de projet, son projet et sa demande d'appui, qui se fait avec la coordination du pôle expertise, donc avec moi-même, mais également, selon les demandes, qui peut faire intervenir un ou plusieurs experts déjà pour permettre une vision un peu plus technique ou spécifique sur une certaine thématique. Donc, suite à cette phase de dialogue qui peut se faire donc à distance, qui peut se faire également par rencontre en présentiel, si c'est possible, si la distance n'est pas trop grande. Donc, ensuite, en fait, le pôle expertise identifie un ou plusieurs experts qui pourront intervenir en réponse à la demande d'appui. Et pour cela, donc, il faut, avec le demandeur de l'expertise, définir quel est le profil de l'expert, quelles sont ses compétences qu'il faudra mobiliser sur cette mission. Donc, ensuite, le pôle expertise élabore une méthodologie d'intervention, propose en fonction des attentes et des contraintes du porteur de projet, des modalités d'intervention, quelle approche, quelle méthode, quels outils, combien de temps également passé sur le terrain, quelles activités sur le terrain, avec qui vont se dérouler ces différentes activités, quels acteurs autour du projet vont être inclus dans ces activités et vont co-construire les réponses avec Terre Humanisme. Et donc, on chiffre le temps nécessaire et on construit un devis, donc un budget pour cette prestation. Et on envoie donc aux demandeurs de l'expertise une offre technique et financière, donc plus ou moins détaillée en fonction de la complexité de la demande. Suite à cela, donc, le demandeur accepte ou n'accepte pas cette offre qui peut être rediscutée, bien sûr, et adaptée. Et ensuite, donc, on déroule, une fois que cette offre est acceptée, on déroule l'expertise, on réalise l'expertise sur le terrain en fonction de la durée, de la séquence et du plan d'activité qui a été proposé et validé par le commanditaire. Voilà, les prestations peuvent inclure, comme vous l'avez vu dans la présentation faite par Olivier, un certain nombre de cartographies, des rapports, des grilles d'analyse, voilà, en fonction du type de prestations, différents livrables sont possibles. Donc voilà pour l'essentiel de notre présentation. Vous avez sur cette diapositive nos contacts. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir maintenant répondre à certaines de vos questions. Alors, merci Véronique, merci Olivier. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de questions pour le moment.
Il y en avait une à laquelle tu as déjà répondu, Véronique, au sujet des phases successives, donc je la mets de côté. On avait une deuxième question, c'était est-ce que à Terre et Humanisme, on prévoit un projet de formation méthodologie en expertise? Alors, nous, au pôle expertise, on propose des prestations d'expertise. On n'a pas encore réfléchi à former des experts qui pourraient intervenir en tant que prestataires en agroécologie. Voilà ce que je peux répondre pour le moment. Ok, merci. Alors, c'est vrai qu'au niveau des formations, c'est plutôt le pôle formation, du coup. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra, s'il y a beaucoup de demandes de ce type, il faudra que le pôle formation envisage peut-être, pourquoi pas, de proposer une formation sur cette thématique. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On avait une autre question qui concernait donc la superficie minimum d'intervention. En fait, tout à l'heure, Véronique et Olivier, vous avez parlé d'un petit terrain, d'un particulier de 1800 mètres carrés. Bon, pour certaines personnes, 1800 mètres carrés, c'est déjà grand. Est-ce qu'il y a du coup une limite de taille de superficie de terrain pour une intervention ou pas? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de taille. Nous, on ne se fixe pas de minimum, maximum. On est ouvert à toutes les demandes. On a déjà répondu à une demande pour un particulier sur un jardin de 400 mètres carrés. Tout est possible. Voilà. Et quand, en fonction de la demande, on peut aussi renvoyer éventuellement le demandeur vers le pôle formation de Terre et Humanisme. On travaille en étroite collaboration avec le pôle formation et en fonction de la demande, le passage la participation à un stage de formation peut être une étape préalable pour ensuite revenir vers le pôle expertise pour qu'on les aide à dérouler un projet permaculture ou agroécologie sur leur terrain. Et donc, il n'y a pas de limite. On est vraiment ouvert à tout type de projet dans la mesure où ça s'inscrit dans une démarche d'agroécologie ou de permaculture. Ok, merci. Je ne sais pas si Olivier veut ajouter quelque chose. Pour le moment, c'est Véronique qui répond, mais si jamais… Non, mais c'est parfait. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui nous demande, c'est Edith qui est animatrice en agroécologie, je crois, qui nous demande, avez-vous beaucoup de demandes des collectivités et des institutionnels? Bon, on en a eu quelques-unes, mais pas pour le moment, pas suffisamment. Après, voilà, elles ont peut-être pas forcément. Après, le pôle est. Parce que jusqu'à présent, en fait, jusqu'à ce qu'on crée le pôle, voilà, il y a bientôt, ça va faire un an, jusqu'à ce qu'on crée le pôle expertise, en fait, on faisait ça de manière opportuniste, on va dire, quand on avait des demandes jusqu'à présent, qui nous venaient sans communiquer là-dessus. Et dans le panel de ces demandes, on n'en a pas eu beaucoup. Voilà, on a travaillé un petit peu avec, voilà, pour citer, avec la ville de Montpellier et avec Pérignas Allier, avec l'écopole de Pérignas Allier à Auvergne. Voilà, c'est à peu près les deux collectivités avec lesquelles on a travaillé. On a eu des contacts avec d'autres collectivités, mais avec lesquelles on a réellement travaillé, il n'y en a que deux. Voilà, mais jusqu'à présent, peut-être qu'elles ne savaient pas forcément qu'on ait ce type de prestation. Voilà. Mais on aimerait, parce que c'est intéressant, parce que ça touche souvent beaucoup de monde aussi, les collectivités. Donc pour sensibiliser, parce que l'idée, comme ce que vous disiez Véronique tout à l'heure, enfin l'idée c'est aussi à travers, dans l'une des interventions qu'on fait, l'idée c'est aussi qu'il y ait toujours quelque chose de sensibilisation derrière. Donc sur chacune de ces expertises, voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose de renfermé. Souvent, les gens, par exemple, le premier projet de privé, là, de particulier que je vous ai présenté sur 1800 mètres carrés, ils ont une forte envie de faire des formations, de partager tout ça. Voilà, on est très attentif à ça aussi. Et c'est vrai que sur les lieux, les institutions, en général, cette composante-là est quasiment systématiquement présente. C'est pour ça que c'est super intéressant de travailler avec des institutionnels pour ce côté voilà, d'essaimage. D'accord. Du coup, il y a un rebond à cette même question qui vient d'arriver, c'est et les entreprises? Est-ce qu'il y a des demandes d'entreprises? Jusqu'à présent,
On en a eu par le passé, mais qui n'ont pas abouti, qui n'étaient pas... Et là, je ne sais pas, Véronique, est-ce que tu en as eu dans l'année, je crois? Alors, on en a très peu. On a été en contact avec des entreprises. On n'a pas réalisé, en tout cas depuis un an, on n'a pas réalisé de prestations auprès d'entreprises. Mais on a eu des premiers contacts d'entreprises qui étaient intéressées pour développer des espaces autour de leur bureau, autour de leur site, par exemple. Donc, peu de demandes là aussi. Mais autant pour les collectivités que pour les entreprises, je dirais qu'on a encore... on va s'atteler à un travail de communication et de prospection plus intensif. On était depuis mi-2019 dans une phase qui était plutôt d'organisation, de lancement du pôle expertise. Et effectivement, on sent qu'il y aurait de la demande et des besoins chez ces structures, ces types de structures. On va essayer de mieux se faire connaître auprès de autant des collectivités que des entreprises ou d'autres publics dont on pense qu'ils auraient des demandes à nous confier. Merci. Quelqu'un nous demande si le pôle expertise travaille aussi en agroforesterie. Et il y a une question subsidiaire qui est est-ce qu'on propose des formations professionnelles en agroforesterie? Mais du coup, là, c'est un petit peu comme la question de tout à l'heure. Ça concerne plutôt le pôle formation, a priori. Mais je vous laisse répondre. Nous, on propose des compétences en agroforesterie. Après, si c'est des projets particulièrement complexes, on envisagerait un partenariat peut-être avec d'autres structures qui sont peut-être encore plus costauds que nous là-dessus, puisque nous, ce n'est pas notre cœur de métier, même si ça fait partie de notre panel de compétences. Mais on y répond, en tout cas des projets d'agroforesterie, on y répond. Et alors, on n'a pas de formation pro pour moi sur l'agroforesterie. Puisqu'il y a des structures dont c'est vraiment le cœur de métier. Je pense à Agrouf, que certains d'entre vous doivent connaître, où c'est vraiment qui sont pile poil ad hoc là-dedans. Comme nous, on est bien sur la diversité de l'agroécologie, ils sont bien dans le créneau de l'agroforesterie. Et du coup, pour le moment, on n'a pas vu l'opportunité de faire une formation professionnelle là-dessus. Oui, je vous confirme que dans nos contacts, nos experts avec lesquels on travaille, ceux qui sont donc disponibles pour participer à des missions d'expertise avec Terre et Humanisme, il y a différents profils et il y a des compétences sur l'agroforesterie. On a en particulier une ou deux personnes très compétentes et spécialisées là-dessus sur la France, et on a des formateurs également en Afrique de l'Ouest qui seraient prêts à intervenir sur des questions d'agroforesterie. D'accord, merci. Et je crois qu'on a une dernière question, si personne d'autre ne pose de questions. C'est autour des compétences, encore une fois, quelqu'un qui demande si le pôle expertise a des compétences pour accompagner du montage de projets au niveau juridique, en fait. Quelqu'un qui est en train de monter un projet, qui est en phase d'élaboration du cadre juridique. Et donc, est-ce qu'on aurait des compétences aussi dans ce domaine ? Alors, oui, ça fait partie des demandes qu'on reçoit. Alors, je dirais que c'est à examiner au cas par cas. Tout dépend de la demande. Il faut affiner la demande. On a 2 personnes en France qui sont compétentes pour accompagner des installations de projets agricoles, y compris du point de vue organisationnel et juridique. Mais là, alors comme toutes les demandes, hein, il faut vraiment avoir cette phase de dialogue pour bien cerner la demande et pour qu'on puisse déterminer si on a les compétences spécifiques pour y répondre. Mais c'est tout à fait possible. Ok, merci. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on aura fait tout pile 1 heure de webinaire. On remercie tout le monde d'être venu participer. On était une vingtaine. Il y a toujours beaucoup plus d'inscrits que de participants, mais merci aux participants d'être là.
Merci à Véronique et Olivier. Je vais aussi remettre ma caméra. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Voilà, et donc on vous enverra le lien de la vidéo une fois qu'elle sera montée. On la mettra sur notre page YouTube et on vous enverra le lien par mail. Donc vous recevrez le lien si vous voulez revisionner cette vidéo ou la partager à des contacts. Merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.